Financia Live, l'émission qui secoue les investissements. Une émission proposée par Financia Business School, présentée par Alfonso Lopez de Castro et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine. Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Financia Live, le premier de cette année 2022. On en profite évidemment pour souhaiter tout le meilleur pour cette nouvelle année. Bonjour Alfonso. Bonjour Fabrice. Comment ça va ? Pas mal. Ça s'est bien passé ce début d'année ? Pas trop de galettes ? Non, très bien. Et plein d'innovations. Oui. Plein de possibilités. On va voir ça avec notre invité. Alors justement, vous le savez, Financia Live, c'est cette émission qui chaque mois décrypte les investissements, les nouveaux investissements, on pourrait dire, avec des anciens élèves, des alumni de Financia Live. Alfonso, je vous laisse présenter notre invité du jour. Alors, je suis très fier puisque c'est notre premier alumni qui est invité en tant que professionnel, puisqu'il a fait Financia. On va le laisser expliquer un petit peu le parcours, mais juste avant ça, premièrement, il est entrepreneur, après un parcours d'excellence, mais il pourra rentrer dans le détail. Et en plus, il est entrepreneur sur la blockchain, et plus particulièrement sur les NFT, et entre autres la métaverse. Alors, il faut savoir que Financia... vous dites la métaverse ? La métaverse, c'est comme la Covid, ça. Oui, je pense qu'on peut faire les deux. C'est un peu jeune, on peut se permettre ce genre d'excentricité. Ce qui est important, c'est que Financia, on a été la première école en Europe à accepter le paiement en Bitcoin. On a été très novateur. Il y a Wharton qui nous a cité en article, un peu comme innovation. Donc voilà, et on souhaite continuer à être innovant de la même façon, et donc on compte sur Prince Lujou qui va nous accompagner pour être la première école sur la métaverse, entre autres. On va en parler dans un instant. Alors on le présente, merci de venir. Prince Lujou, donc patron fondateur de Maestria Blockchain. Bienvenue à vous. Merci de m'avoir invité, bonjour. Alfonso le disait en introduction, ça fait combien de temps que vous avez quitté l'école ? Racontez-nous un petit peu votre parcours. Alors mon parcours, il est assez long, malgré mon jeune âge. En fait, de base, je travaillais à Bruxelles, donc j'étais consultant comptable et financier à Bruxelles. Et après 3 années de travail, j'avais décidé de réaliser une spécialisation en finance dans une école de management à Bruxelles qui s'appelle ICHEC. Et suite à ça, j'ai voulu parfaire mon cursus académique en réalisant un MBA. Et je cherchais une école, cette fois-ci, en dehors de la Belgique pour pouvoir m'étendre aussi au niveau international. Moi, j'ai commencé par Paris et donc j'ai trouvé Financia Business School qui correspondait totalement à mes valeurs et au fait à mes choix professionnels et académiques. Et donc, j'ai intégré Financia Business School au cours de l'année 2016-2017. Ouais. Et après Financia Business School, je suis donc parti en Angleterre. J'ai travaillé pour un broker dans un quartier d'affaires qui s'appelle Canary Wharf. Donc, c'est pas la City, mais c'est un autre quartier d'affaires qui s'appelle Canary Wharf. Et après ça, j'ai intégré un des Big Four en audit financière. Et après ça, je suis donc revenu à Paris en 2019, toujours pour la même société. Et pendant le confinement, j'ai commencé à m'intéresser à des sujets de la blockchain. D'accord. Bon, effectivement, un peu du temps bien rempli. Donc, comment vous avez connu Financia Business School ? Est-ce que c'était une recommandation quand vous avez dit que vous avez choisi cette école ? Non, ce n'était pas du tout une recommandation. Je connaissais pas grand-chose de Paris parce que j'étais à Bruxelles, j'étais fermé dans mon petit monde et en fait c'était sur Internet. Donc je recherchais des écoles en alternance à l'époque pour essayer de cadrer mon projet académique et mon projet professionnel. Et c'est comme ça que j'ai trouvé les intervenants de Financia Business School via Internet. Et c'est la qualité du corps professoral qui m'a convaincu. Ouais, d'où l'intérêt d'avoir un bon site. Bon, vous avez payé vos études en Bitcoin ? Alors, à l'époque où je suis arrivé à Financia, ce n'était pas encore d'application. Non, j'ai pas payé en Bitcoin. Ouais. Remarquez, Alfonso, ceux qui ont payé peut-être en Bitcoin il y a quelques années... peut-être qu'ils s'en mordent un peu les doigts vu le prix du Bitcoin aujourd'hui. Oui, c'est certain. Bon, après, il y a des obligations aussi comptables pour une entreprise qui reçoit du Bitcoin. Et donc, c'est vrai qu'il y a un risque de change en réalité. En plus ou en moins. Exactement. On signale que quand même, on est passé de 58 000 euros à 38 000 en peu de temps. Mais notre commissaire aux comptes nous a obligés pour pallier
à ça. À l'époque, il n'y avait pas encore les stablecoins, c'était pas très bien établi, à convertir de manière immédiate. Donc, pas de plus-value sur les paiements, mais disons que c'était plus une expérience, un laboratoire. C'était plus pour donner un signe fort à nos partenaires, les banques avec qui on travaille, à nos jeunes étudiants, à nos professeurs aussi, puisque on a commencé les premiers cours en blockchain, c'était en 2017. C'était des cours de droit sur la partie juridique. Et je pense que c'est un point important, et entre autres, chez Prince de Jou, avec ses partenaires, je crois que vraiment le droit est en plein centre de la blockchain. Alors justement, on continue votre expérience, Prince. Vous êtes auditeur chez Deloitte, c'est ça, pendant 2 ans. Donc vous avez parlé de cette expérience. Et puis, fin d'année dernière, vous intégrez ou vous créez Maestria Blockchain. Parlez-nous de cette expérience. Comment vous est venue cette idée? Comment ça a germé chez vous? Alors, ce qui avait commencé, c'est qu'en fait, je m'étais mis en tant qu'auto-entrepreneur parce que j'accompagnais des startups qui avaient besoin d'un accompagnement sur un aspect financier et notamment l'établissement d'un business plan, la valorisation de leurs projets, etc. Et suite à ces projets, j'ai rencontré donc mes futurs associés, dont un est partenaire justement au cabinet d'avocats Breuze-Dubuc, et un autre qui était spécialisé sur tout ce qui était gestion de projet et aspect technique autour de la blockchain. Et donc, on a réalisé une première mission ensemble. Ensuite, il y a eu une deuxième mission qu'on a réalisée, et à l'issue de cette deuxième mission, l'idée est venue justement de créer une entreprise pour justement répondre aux besoins qu'on constatait clairement. Parce que ce qui se passait, c'est qu'on avait, on avait des clients qui venaient, moi de mon côté, c'était juste sur l'aspect financier, ou alors le cabinet sur l'aspect réglementaire, parce que le cabinet Breuze-Dubuc est justement spécialisé sur les aspects réglementaires autour de la blockchain, ou alors sur les aspects techniques. Et donc, on a décidé justement de créer cette synergie de compétences, de nous rendre vraiment complémentaires dans le conseil prodigué à nos clients. Et donc, c'est pour ça que cette idée est venue et qu'on a créé au dernier trimestre de l'année dernière, 2021, on a créé Maestria Blockchain. D'accord. Donc, du coup, vous êtes passé d'un rôle de conseil, enfin, vous en faites toujours. Oui. Quelle va être la spécificité de Maestria Blockchain? Alors, la spécificité de Maestria Blockchain, c'est qu'en fait, elle accompagne tout ce qui concerne les sujets au niveau de la blockchain, que ce soit par exemple un client qui vient parce qu'il veut réaliser un projet dans le cadre des NFT, ou par exemple un projet dans le métaverse ou dans le gaming par exemple, eh bien tous les sujets qui tournent en tout cas autour de la blockchain, où il faut cadrer de façon réglementaire et juridique, où il faut cadrer de façon technico-financier, eh bien nous on est vraiment spécialisé là-dedans. Donc on accompagne vraiment le client, en fait, on offre un panel de services qui permet au client en fait de cibler son besoin. C'est-à-dire que si le client veut simplement se focaliser sur l'aspect juridique, eh bien il est le bienvenu au cabinet Breuze-Dubuc. Et s'il veut se focaliser sur un aspect, on va dire, beaucoup plus complet, donc dans l'accompagnement vraiment du début, où il vient ce qu'on appelle des projets PDF, donc ils viennent avec des idées, et juste avec un projet, ils nous le présentent, eh bien, nous, on peut l'accompagner du début jusqu'à la structuration de la levée de fonds par rapport au projet. D'accord. Il y a suffisamment aujourd'hui d'appétence de la part des entreprises. Voilà, elles viennent de plus en plus voir, parce qu'on entend, Alfonso le citait, des mots valises, la blockchain, les NFT, les non-fungible tokens. On a eu cette vague des ICO, donc les introductions en bourse à base de toutes ces monnaies virtuelles. Et puis aujourd'hui, il y a un certain Mark Zuckerberg, c'est vrai, qui a dépoussiéré le sujet, puisqu'il a même renommé le nom de son entreprise, Meta. Et on parle beaucoup de métaverse. Comment vous intervenez sur cette partie? Alors, d'abord, pour répondre à votre question sur l'appétence de la clientèle, effectivement, ce qu'on constate, il y a énormément de clients, on va dire de clients français, qui veulent créer leur structure, qui veulent développer leur projet en France. Au début, c'était pas trop le cas parce que l'aspect réglementaire était très compliqué pour eux, donc ils essayaient de trouver on va dire des endroits géographiques qui étaient plus favorables pour eux, ou alors parfois dans des endroits où ils étaient le moins réglementé possible. Mais aujourd'hui, on a vraiment énormément de clients qui ils se disent, voilà, nous, on veut être un produit français, on veut être accompagné en France, aidez-nous.
Par exemple, il y a quoi, sans bien sûr révéler de secret, quel type d'entreprise fait appel à vous pour quel type de projet? Actuellement, je peux vous parler d'un projet que l'on a accompagné qui s'appelle Artrade. Artrade est une société française qui veut créer une marketplace qui va justement, entre guillemets, révolutionner le monde des NFT, parce qu'au fait, Artrade veut proposer une marketplace qui va ressembler un peu à OpenSea et en même temps à Instagram. Donc en fait, ils essaient d'associer et de rendre le projet mainstream, de sorte que les utilisateurs, même ceux qui ne comprennent pas le monde des NFT par exemple et qui sont intéressés à cet univers-là, rien qu'avec leur smartphone par exemple, ils peuvent prendre une photo et cette photo peut demain être convertie en NFT. Ils peuvent faire des collections de leur NFT, ils peuvent échanger au sein de leur communauté. Voilà, c'est typiquement le type de projet que l'on accompagne. C'est un Instagram ou Pinterest tokenisé, quoi. C'est un genre un mélange de Instagram et un mélange d'OpenSea. Un autre projet que l'on accompagne actuellement, par exemple, dans l'univers du gaming, pour rejoindre le point du métaverse, c'est Metavatars, justement. C'est un jeu vidéo qui va opérer dans le milieu des métaverses et on accompagne notamment sur l'aspect tokenisation, parce que derrière ça, en fait, on doit construire toute l'économie financière du jeu, parce qu'en fait, c'est un play-to-earn où les utilisateurs, lorsqu'ils jouent, ils ont la possibilité de gagner des tokens, les tokens qui seront dédiés au jeu. Et donc, nous, on est derrière pour justement analyser le jeu et voir dans quelle mesure on peut répondre sur l'aspect et toute l'économie du jeu. Alfonso, c'est vrai que c'est un monde, alors nous, on a déjà parlé blockchain, hein, évidemment, sur cette antenne. En revanche, c'est vrai, le métaverse, là, en plus les sommes qui sont investies, déjà, c'est vrai que ça donne un peu le tournis. J'entendais, il y a beaucoup de comparaisons, ça, vous en souviendrez, puisque ça parle aux plus anciens, avec Second Life, vous savez, cet univers virtuel qui a eu son petit succès à l'époque, c'était tombé un petit peu en désuétude. On a l'impression que là, c'est une version 2.0 finalement qui est en train d'apparaître. Oui, un peu plus développé. Il y a un terme un peu qu'on oublie, qui est le gaming quand même, qui prend de plus en plus de place, qui est un marché qui est vraiment énorme. Et donc, dans la métaverse, les NFT. Alors, il n'y a pas ça, il n'y a pas que le gaming, mais on a eu des exemples comme par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler des fan tokens, par exemple, le PSG token, Lionel Messi s'est fait payer. Bon. Il y a une société, Socios.com, qui a un token qui s'appelle Shilaz, il pèse 1,6 milliard. Ah bon. Donc, effectivement, donc ça a déjà vraiment pris parti, ça s'est vraiment développé, il y a un marché, et en France, on est assez pionnier, et on a un exemple aujourd'hui avec un entrepreneur. Et moi, justement, j'avais cette question, un peu pour nos éditeurs, aussi nos jeunes. Toi qui avais une place assez confortable à Londres, chez Constantin, donc groupe Deloitte et même à Paris, avec un certain succès. Comment tu vis cette phase de passage à entreprendre? C'est-à-dire que tu n'as plus ton salaire qui tombe à la fin du mois, comme à l'époque, pour aller chercher les clients. Et en plus, on est sur la nouvelle technologie, sur l'innovation. Ouais. Raconte-nous un peu ton expérience et ton ressenti. Alors, mon ressenti, c'est que de base, je suis quelqu'un qui aime énormément le challenge. Et j'avais toujours eu cette idée de me lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Mais un peu comme, je pense, la plupart des gens, ils se disent, on va attendre le bon moment. Sauf qu'au fait, le bon moment, il n'y a pas vraiment de bon moment. Si vous repoussez à chaque fois en vous disant, en vous trouvant toujours des raisons, vous n'allez jamais aboutir, en fait, dans le succès de ce que vraiment vous voulez entreprendre. Et moi, j'ai voulu me lancer. J'ai voulu me lancer. On a senti qu'il y avait un réel intérêt pour que demain, on soit les pionniers autour du monde de la blockchain, dans tous les projets qui existent aujourd'hui. Et l'entrepreneuriat, c'est un nouveau challenge pour moi. Je me suis lancé là-dedans. C'est une belle aventure. En tout cas, c'est une belle aventure. Je sais pas quoi dire autrement. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que il faut avoir des objectifs et il faut vous donner les moyens d'atteindre ces objectifs-là. À partir du moment où vous êtes convaincu que, premièrement, vous avez suffisamment des compétences pour pouvoir répondre à une clientèle ou aux demandes d'une certaine clientèle,
et que vous vous associez avec d'autres compétences avec lesquelles vous pouvez vraiment créer une belle synergie qui a vraiment un réel besoin, pas un réel besoin, mais un réel, comment dire ça ? Un engouement, quoi. Un réel engouement qui peut s'opérer parce que voilà, aujourd'hui, il y a des clients qui viennent et qui demandent que ça, à être accompagnés parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas comment faire. Eh bien, nous, on est vraiment là pour y répondre. Et donc, je me suis vraiment lancé dans cette aventure et c'est sans regret à refaire. En tout cas, ce sera les yeux fermés. On entend, Prince, en creux dans votre parcours quand même l'envie d'être entrepreneur. Déjà, vous avez monté votre société, c'était pour donner des conseils, évidemment. J'ai une question, moi, concernant justement ces métiers qui sont hyper nouveaux. C'est-à-dire, on a l'impression que le chemin se fait au jour le jour, qu'il y a des nouveautés qui arrivent. Comment vous arrivez à vous former pour parler de ces sujets et du moins à être à la pointe, ou du moins parce que c'est tout nouveau, il n'y a pas vraiment de guide ou beaucoup d'infos encore sur ces sujets. Effectivement, la difficulté, c'est, en tout cas à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de grosses universités qui peuvent vous dire que dans leur historique d'il y a 5 ans, ils donnaient déjà des cours de la blockchain ou de la tokenisation. C'est des métiers qui n'existaient pas. Alors, quand c'est des métiers qui n'existent pas, nous, on se forme, c'est vrai qu'on se forme sur le terrain, mais on ne fait pas n'importe quoi non plus. On se forme sur le terrain, c'est ce que je disais en amont. En fait, le fait de travailler dans cet univers, vous êtes amené aussi à côtoyer d'autres personnes qui ont des compétences transverses autour des aspects blockchain, réglementaires, etc. Et en fait, en restant dans ce cocon où il y a cette effusion, on va dire, de compétences, et bien c'est comme ça qu'on essaie petit à petit, en tout cas, de s'améliorer. Et aussi, ce que j'allais dire, c'est que c'est pas tout le temps du succès. Parfois, ça arrive de faire des faux pas, parfois, ça arrive de se rater, mais c'est justement, en fait, ce sont ces expériences où, justement, par rapport à tel domaine, on n'avait pas bien avancé, ou par rapport à notre domaine, on aurait pu prendre à notre angle. C'est comme ça, en fait, qu'on arrive progressivement à se former et demain à rendre, en fait, un conseil qui est vraiment bien cadré et bien sur mesure par rapport aux clients. Vous faites payer en euros, en dollars, ou en bitcoin et en Ethereum? Alors, ça dépend des clients. Il y a des clients qui viennent en fonction de leur budget. Ils nous proposent effectivement de nous rémunérer en crypto-monnaie. C'est déjà arrivé. On ne dit pas non. Et puis, il y a d'autres clients qui nous payent de façon classique. Mais on ne refuse pas la rémunération en crypto-monnaie. Dans les nouveautés, justement, dans tout ce qui se passe, c'est vrai, on a parlé métaverse, blockchain, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous sentez? Parce qu'il y a aussi des échecs, vous l'avez mentionné, et puis les ICO, c'est vrai que ça a fait florès un instant. Il y a eu aussi pas mal d'arnaques, des gens qui perdaient tout leur argent, des boîtes qui valaient X millions, et puis juste après, plus grand-chose. C'est la même chose d'ailleurs sur certaines crypto-monnaies qui montent au ciel avant de disparaître. Là, justement, quelle est la tendance que vous identifiez, quelque chose qui va rester, qui est pérenne? Alors, effectivement, ce que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est qu'en 2017, il y a vraiment eu cette vague d'ICO où, en fait, dès qu'on entendait le mot ICO, il y avait énormément de personnes qui voulaient investir dans le projet parce qu'ils étaient persuadés que ça allait prendre de la valeur. Donc, en fait, il y a vraiment cet effet FOMO. Fear of missing out, la peur de manquer le train, quoi, finalement. Exactement. Et cet effet a été, on va dire, accentué par la fluctuation du cours du Bitcoin quand ça a pris énormément de la valeur. Et donc, voilà, ça s'est répercuté en 2017. Et aujourd'hui, la tendance que l'on constate, c'est que il n'y a plus trop forcément cette tendance où on veut se lancer dans la blockchain, on veut faire des NFT parce que ça va prendre de la valeur ou pas, ça va prendre de la hype. On a des entreprises qui sont maintenant conscients des réalités, en fait, opportunités qu'elles peuvent avoir en utilisant la technologie qu'il y a derrière. Je vais vous donner un exemple concret. Vous avez par exemple dans le domaine par exemple de l'agroforesterie, c'est pas du tout médiatisé, mais vous savez qu'en France par exemple, la plupart des entreprises qui importent du bois dans le monde sont obligés en fait d'assurer la traçabilité. Et donc un NFT permet justement, quand vous créez un NFT, derrière ce NFT il y a cette authenticité. Et donc cette notion d'authenticité peut totalement répondre à des problématiques qui sont réelles au sein des entreprises. Et ça, la tendance, selon moi, elle va perdurer parce que les entreprises comprennent le véritable besoin, enfin le véritable apport que peut avoir cette technologie par rapport à leur
leurs problématiques. Et ils ne viennent pas pour faire de la hype, mais ils viennent vraiment pour qu'on puisse répondre à leurs besoins concrets. D'accord. Et en fonction de ça, je pense qu'il y a énormément d'entreprises dans le monde classique qui va utiliser la technologie blockchain justement pour répondre à ces problématiques, au-delà des aspects de la hype et de tout ce que cela comporte. On voit aussi que les pouvoirs publics sont en train de s'en occuper, qu'il y a même des députés qui sont en pointe là-dessus. Je crois que d'ailleurs vous avez participé prochainement à une conférence avec Pierre Persson, crypto-député. Oui, effectivement, on a un débat qui aura lieu à Aix-en-Provence avec le député Pierre Persson qui viendra débattre avec Maestria Blockchain et le cabinet Breuzeux-Dubuc effectivement sur les aspects réglementaires autour de la blockchain. Parce que la société Maestria est basée justement à Aix. Alors oui, la société Maestria Blockchain est une société française. Nos bureaux, le siège social est à Aix-en-Provence et nous partageons les mêmes locaux. Nos bureaux sont basés à Aix-en-Provence avec les bureaux du cabinet d'avocats Bien sûr, même si on peut travailler évidemment de partout sur la blockchain dès qu'on a une bonne connexion Internet. Alfonso, passionnant de voir comme ça des alumni qui se lancent et défrichent en fait de nouveaux terrains. La crypto, la blockchain, le métaverse, tout ça, ça paraît de la science-fiction, en tout cas pour une grande partie, on va dire, du grand public, pas pour les initiés de Financia Live. Une dernière question, parce qu'on arrive bientôt au terme de l'émission pour vous. C'est des choses que vous allez renforcer là chez Financia Business School, ce cursus. Vous sentez que ce sont aussi les métiers de demain dans la finance? Oui, c'est certain, mais l'axe qu'on ne doit pas perdre, finalement, c'est l'auto-formation de chacun. C'est ce qu'on essaie d'enseigner, puisqu'effectivement, quand nous on a commencé la blockchain en 2017, on n'avait pas encore les NFT, il n'y avait pas encore la métaverse, entre autres. Par contre, ce qu'on essaie, c'est de rendre curieux les étudiants. Puisque, pour vous donner un exemple, historiquement, vous allez à l'école, vous avez des bonnes notes, par exemple, vous êtes dans la finance, vous allez à la banque et vous restiez 20 ans, 30 ans à votre poste, avec une carrière, une trajectoire assez classique. C'était à notre époque, ça. C'est fini, ça. Ça, c'est bien fini, mais aujourd'hui, les cycles sont de plus en plus courts. Et lorsque vous sortez de l'école, en tout cas, certains points techniques, vous avez pris 2-3 ans après, ils sont totalement dépassés. Et donc l'école, ce qu'elle doit vous apprendre c'est constamment à vous former, aller chercher les informations, aller chercher entre autres l'innovation. Voilà. Et Prince en est un exemple, où il aurait pu être aussi intrapreneur peut-être, mais il a été entrepreneur. Et nous on continue comme ça, et on bénéficie en fait des ressources, en quelque sorte, qu'on a créées, puisque Prince va venir chez Financia bientôt pour faire une conférence sur toutes ces thématiques qui sont très en pointe et qui intéressent énormément les jeunes. Tu parlais de gouvernance tout à l'heure, et c'est vrai que je pense qu'on est vraiment au début, même les politiques s'intéressent énormément. Pierre Persson, qu'on a reçu chez Financia il y a quelques années déjà, chez Havas Blockchain, on avait fait une conférence, il nous avait fait bénéficier lorsqu'il avait voté les lois. Parce que ce qu'il faut voir aussi, on parlait de hype, on parlait de toute une série de choses, mais ce qui aussi, c'est qu'il y a de la gouvernance. Je prends l'exemple des fan tokens. Aujourd'hui, lorsque vous avez un fan token du PSG, vous pouvez voter pour le maillot, l'un des maillots que vous souhaitez, vous pouvez voter pour l'un des joueurs. Demain, beaucoup d'entreprises pourront aussi voter pour des produits, couleurs de produits, différents types de produits, intervenir. Et les politiques qui sont pas de côté, réfléchissent à ça, et parce que c'est un moyen aussi de pouvoir donner de la démocratie, une forme de décentralisation, de pouvoir donner des avis, d'une manière de voter. Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions qui peuvent aller bien plus loin que le business, et vraiment rentrer dans nos démocraties éventuellement. Et il y a plein de choses qui vont évoluer sur ces points. Ouais. Dernière réaction de notre invité, Prince Ludju, Maestria Blockchain, là, sur ce que vient de dire Alfonso. Peut-être demain on pourra voter dans le métaverse, qui sait? En tout cas, c'est pas quelque chose qui est exclu, parce que imaginez, je l'ai déjà dit, dans le milieu dans le métaverse, c'est un monde où en fait les limites dans le monde classique sont vraiment repoussées. Donc il y a énormément de choses qu'on va faire dans le milieu dans le monde des métaverses. Et sur l'aspect réglementaire, ça
ça viendra. Petit à petit, ça viendra. Et c'est parce qu'en fait, dans le milieu de la blockchain, en fait, ça évolue tellement vite que au niveau de la réglementation, ça prend du temps à tout réglementer. Et du coup, mais on est certain que l'aspect réglementaire suivra. Bon, on aura l'occasion en tout cas d'en reparler dans cette émission et dans d'autres sur Radio Patrimoine. Merci, Prince-Louis Jules, d'être passé sur notre antenne. On rappelle le nom des sociétés, donc ArtTrade dont vous avez parlé, .app, hein, vous êtes je crois au board, et puis également Maestria Blockchain, donc pour en savoir plus sur Internet. Merci Alfonso, on se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle émission de Financial Live. Très bonne journée à tous. Financial Live, une émission proposée par Financia Business School, à retrouver sur le site et l'appli Radio Patrimoine et toutes les plateformes de streaming.